Et on va commencer par une petite étape préliminaire, notre première question. D'abord, revenir sur son parcours. Donc voilà notre première question. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours professionnel? J'aime bien cette question. Comment est-ce que tu es tombé dans la vente? Évidemment, je vous ai préparé des petits bullet points. Magnifique. Bah écoute, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis pas arrivée dans les métiers commerciaux au démarrage. J'ai fait une école de commerce et j'ai commencé chez Smartbox, donc la boîte qui fait les coffrets cadeaux, tout ça. J'y suis restée pendant 5 ans sur un poste plutôt technique parce que je m'occupais vraiment de tout ce qui était réservation en ligne. Donc vraiment en termes de process, comment je mets en place tout ce process pour réserver en ligne chez un partenaire de nos boîtes cadeaux. Et donc là-dessus, j'ai également évolué vers un job où je m'occupais de lancer une start-up au sein de Smartbox qui s'appelait balinea.com, qui a depuis été rachetée. Et là-dessus, c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans la vente parce que je m'occupais du projet dans sa globalité, donc de faire en sorte d'avoir une plateforme qui fonctionne, de réservation de soins, beauté, bien-être. Et dans ce cadre-là, il fallait trouver des partenaires. Donc des partenaires, instituts de beauté qui allaient être sur la plateforme. Et grâce à ça, je gérais la petite équipe commerciale qui commençait à se monter, etc. Et donc, j'ai commencé là-dessus. Après ça, j'ai rejoint Edenred. J'y ai passé 5 ans à peu près, dans les équipes go-to-market au siège. Et donc là, le métier était un peu différent parce que l'objectif, c'était vraiment d'aller rencontrer les directeurs commerciaux de nos filiales pour là-bas aller déployer des best practices, réfléchir à comment améliorer notre produit et partager du coup des méthodes de pricing, des méthodes de prospection, etc., pour bien travailler ensemble. Et après ça, j'ai fait un job plus dans le corporate paiement, toujours au sein d'Edenred. Et là, j'avais des fonctions plus commerciales. J'étais dans le business développement et là, c'était plus dans le dur. Et j'ai découvert que ça me plaisait beaucoup. Avec Donc, tout ce background un peu avantage entreprise, tu rejoins Gymlib. Je me suis ouais, pas trop trompé puisque je crois que c'est février 2021. c'est ça, exactement. Donc, je rejoins ensuite Gymlib. Et donc, Gymlib, j'arrive directement directrice commerciale, plutôt sur la partie acquisition au démarrage. Donc, je gérais les équipes BDR et account exécutive. Puis, j'ai ensuite pris le scope de la partie fidélisation et rétention client avec les équipes CSM CAM. Tout ça sur un scope Benelux, du coup, avec Belgique, Luxembourg, que tu mentionnais tout à l'heure, et France, bien entendu. Donc, c'est une équipe d'à peu près 35 personnes. Donc, c'est ce qu'on se disait, un parcours varié avec un point de vue un peu technique au départ Ouais. pour appréhender des problématiques assez diverses. Et en plus, tu le disais, tu faisais acquisition au début et puis en plus de la rétention un peu après. Ouais. Donc, ça te permet de couvrir un peu tout le cycle de vente sur lequel on va revenir. Mais c'est aussi important de préciser la valeur ajoutée, la proposition de valeur, l'organisation commerciale et aussi un peu tes missions au sein de Gymlib, histoire de donner une bonne visibilité sur ton scope à notre audience. Donc voilà. Est-ce que tu peux répondre à toutes ces petites questions également? Yes. Bon, donc déjà, Gymlib, la proposition de valeur, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va en parler, on va y faire référence, donc je vous explique un peu ça. C'est un abonnement sans engagement qui permet de pratiquer une activité physique et sportive partout en France. Donc au sein d'un réseau de partenaires de plus de 4000 partenaires, on peut pratiquer plus de 300 activités sportives. L'objectif, c'est de pouvoir atteindre un maximum de personnes pour qu'ils deviennent sportifs en ayant tout ce choix. Donc, c'est-à-dire se dire, je vais faire une séance de yoga aujourd'hui, demain un paddle, le jour d'après à la salle de sport, enfin salle de fitness, etc. Et donc, c'est une offre exclusivement B2B. Et comment est-ce que vous gérez donc cette offre avec votre organisation commerciale? Je crois une équipe d'une quarantaine de personnes. Ouais, on a 4 équipes. L'équipe BDR qui va chasser, prendre des rendez-vous et on va revenir sur ce qu'elle fait exactement. Donc, c'est plutôt de l'outbound. Des city managers qui vont être dédiés à une ville en particulier pour aller vendre au sein de cette ville et développer Gymlib parce que Gymlib, on est plutôt très connu à Paris, moins en région et donc, du coup, ça va être tout l'enjeu du moment. Des accounts exécutives qui sont plus focus sur la région parisienne, des CSM et CAM, donc Customer Success Manager et Key Account Manager qui gèrent notre portefeuille client, et un Account Manager qui va gérer tout ce qui va être renouvellement de contrat. Tu me l'avais dit en préparation, les city managers, c'est quelque chose de nouveau. On en Oui, reparlera. Ça vous permet aussi d'avoir une approche terrain un peu plus qualitative, et notamment en termes de partenaires et de connaissances locales, de tissu exactement. local. Exactement. C'est depuis janvier et donc sur 5 villes pour le moment, on déploie ça. Et j'avais un dernier point. Donc toi, ah ben, j'ai écrit QQ au lieu de QG, mais tu dois t'aligner avec ton QG allemand, puisque vous avez entamé un rapprochement avec un géant allemand, justement de la salle de gym, qui fabrique de l'équipement, si je me souviens bien, mais Exactement. pas que.
Exactement. Donc, en fait, on s'est fait racheter il y a 1 an et demi à peu près par eGym Wellpass. Donc, à la base, eGym, c'est plus sur tout ce qui va être machine de sport. Donc, ils vendent à des salles de sport des machines permettant de faire son sport. Et ils ont également une activité qui s'appelle Wellpass et qui fait exactement ce qu'on fait Gymlib en France, mais sur d'autres pays. Et donc, du coup, l'organisation a changé parce que maintenant, je suis rattachée à ce VP Sales de Wellpass qui gère la partie allemande, Autriche, UK, US, France, Belgique, etc. Donc toi, au quotidien, tu fais marcher en fait cet ensemble de choses et ça vient notamment avec le fait d'instaurer ce poste de city manager pour se rapprocher du tissu local dont on parlait, Exactement. je crois. Ma prochaine question, c'est une question qui m'a été suggérée par Igor, un commercial chez Up2, Ouais. qui est assez proche justement de stratégie et de performance commerciale, qui avait une super question qu'on aime bien aussi poser dans le podcast, mais vous allez voir, il y a un petit lien avec le logo que j'ai Hmm. déjà mis. Comment est-ce que Jimmy Lee a fait pour passer d'un nice to have à un must have? Donc j'ai mis la traduction en français pour les plus précautionneux entre vous. Comment est-ce que vous êtes passé de agréable à avoir à Ouais. incontournable? Oui, et ça a été un enjeu difficile et je pense que c'est plus le marché qui nous a aidés et là, c'est le contexte économique dans le sens où on a constaté ces dernières années qu'il y avait vraiment une prise de conscience des entreprises sur l'importance d'avoir des salariés en bonne santé. Ça se ressent surtout cette année où là, on voit les années olympiques et donc c'est vrai qu'en cette année JO, le sport a été décrété comme grande cause nationale et donc les entreprises sont plus impliquées et se rendent compte en fait des enjeux de la sédentarité aujourd'hui. Le corps est fait pour bouger, on a besoin de pallier au sujet de burn-out, au TMS, etc. Et donc c'est important et les gens s'en rendent compte. En plus de ça, les enjeux de recrutement sont de plus en plus forts. Donc montrer qu'on se soucie du bien-être de ses salariés et que la QVT est un sujet important pour l'entreprise, clairement, ça favorise le recrutement et La ça, QVT, tu peux traduire? oui, c'est la qualité de vie au travail. Sublime. Je te le disais en préparation, tu me dis si tu avais encore quelque chose à nous dire, mais quand on préparait ce webinaire il y a 2 jours, je te disais, en plus maintenant, Jimny, à la manière d'Edenred, à la manière de Swile, c'est quelque chose qu'on peut même voir dans la marque employeur mis en avant sur des sites comme Welcome to Jungle, par exemple. Ou c'est quelque Totalement. chose que nous, on peut voir quand on propose des bonnes offres de travail chez Up2 pour des commerciaux ou autres, ou justement on encourage nos clients à mettre en avant leur marque employeur. Est-ce Mm, que justement ils ont ce genre d'avantage pour la QVT? Donc, vous avez de la chance là-dessus. On mm. va maintenant voir votre cycle de vente et passer à l'étape 1 du cycle de vente. Donc, on a divisé le cycle de vente en 7 étapes. Elles étaient un peu citées dans le sondage de tout à l'heure, mais vous allez voir, elles sont assez simples et elles s'afficheront de toute façon d'ici la fin de notre webinaire. On va commencer par la qualification avec ces questions, j'ai envie de dire simples, mais tout de même quelque peu exhaustives. Comment est-ce que vous identifiez vos prospects qualifiés chez Gemlib? Comment est-ce que vous faites fonctionner votre machine de génération d'opportunités? Comment est-ce que vous faites une part d'inbound et d'outbound et surtout quel quota est-ce que vous avez à ce niveau-là? Et Ouais. enfin, est-ce que vous avez des critères pour déterminer si des opportunités correspondent à votre client type, à votre Mm. ICP en particulier, par exemple? Est-ce qu'ils travaillent leur marque employeur en particulier sur le site ou d'autres choses comme ça? Bien sûr. Je pense que le premier point pour bien comprendre, ça va être de définir ce qu'on dit, nous en tout cas, ce qu'on qualifie d'inbound et d'outbound, parce que c'est un peu différent chez tout le monde. Donc, de notre côté, les inbound, c'est uniquement les formulaires de contact ou les prises de rendez-vous directes, que ce soit décideur ou salarié. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va aller sur le site de Gymlib pour faire une demande pour en savoir plus. Donc, même quelqu'un qui va sur LinkedIn, qui voit une pub sur LinkedIn et qui vient ensuite sur Gymlib, pour nous, c'est pas un inbound, on va le traiter en outbound parce que c'est Ok. pas suffisamment chaud. Et donc, l'outbound, pour le coup, c'est vraiment tout ce qui est autre, télécharger un livre blanc, par exemple, ou les réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, l'inbound, ils sont envoyés, tous les leads inbound sont envoyés à nos accounts exécutifs chez nous. Directement parce qu'on se dit que les leads sont suffisamment chauds, que les gens savent de quoi on parle et donc que le taux de conversion va être assez bon, en tout cas sur la partie découverte par notre account exécutive. L'outbound, en revanche, c'est de la chasse exclusivement par les BDR. Donc, on a une équipe de BDR qui, elle, va vraiment aller appeler ses contacts, qualifier, découvrir le besoin et être sûr justement qu'il y ait un intérêt d'avoir une démo de Jimny en réalité. Donc, c'est toute cette partie qualification que va faire notre BDR. Et 50%, 50%, ça paraît énorme. Ça veut dire que 50% de vos opportunités, c'est des gens qui ont rempli des formulaires de leur plein gré, entre guillemets. Oui, tout à fait. Et par contre, donc des personnes qui ont rempli ça, que ce soit des décideurs. Donc nous, nos décideurs, c'est soit des DRH, soit des salariés même, ou des membres des Ok. comités d'entreprise. Non, pardon, pas des salariés. Donc les décideurs, c'est comité d'entreprise et DRH. Et en revanche, les demandes salariées, donc c'est vraiment n'importe qui dans l'entreprise
qui va venir et dire, ah bah, moi, j'aimerais bien mettre en place Qui ne fait pas Gymlib, forcément comment je partie fais? du CSE, etc. Exactement. Ok. Et nous, c'est nos champions. Et en réalité, donc, on s'est rendu compte que ces champions étaient à l'initiative de beaucoup de deals. On avait tendance à le négliger et à se dire la personne n'est pas suffisamment décisionnaire pour avancer. Mais en réalité, ça a tout son intérêt et ça nous aide beaucoup dans nos deals. On a la chance aujourd'hui d'avoir une centaine de directeurs commerciaux qui nous écoutent, donc je pense que vous êtes très au fait de la méthode donc de vente grand compte où on essaie d'avoir un coach et un champion. Et c'est vrai Ouais. que pour votre proposition de valeur, pour Gymlib, ce sera d'autant plus important. Et vous utilisez aussi la méthode BANT pour la qualification, mais on va y revenir lors Ouais, des rendez-vous découvertes, puisque c'est surtout là que vous l'utilisez. totalement. Je réponds juste à une question dans le chat. Si vous voyez rien à l'écran, il y a un souci. Normalement, on vous a partagé notre présentation. Donc j'espère que vous voyez bien à l'écran notre présentation et aussi cette vidéo et que vous nous entendez correctement grâce au micro. Donc n'hésitez pas à me le confirmer. Voilà. Et Fanny, de toute façon, vous répond en régie. Mhm. Pour continuer de creuser un petit peu votre machine de qualification, d'ailleurs, est-ce que, on n'a pas répondu tout à l'heure à l'ICP, est-ce qu'il y a des choses qui vous font dire, quand vous êtes en train de localiser des nouveaux comptes à prospecter, que cette entreprise va être peut-être plus à même à prospecter parce qu'elle a déjà mis des avantages employés en avant, qu'elle travaille sa marque employeur justement de manière un petit peu plus attentive, etc. Totalement. Donc oui, Des petits ces signaux. choses-là le font bien. Après, plus récemment, par exemple, pour relier à notre activité, tous les partenaires JO, bah, pour nous, ça a été une évidence d'aller les contacter et on Bien a sûr. signé des deals grâce à ça, des entreprises qui se sont engagées. Donc là, on parle de grands comptes, en Ok. effet. Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles équipes qui se sont créées et on a su les targeter au bon moment pour se dire, ah, en fait, là, il y a des nouvelles personnes, des nouvelles équipes et il faut aller les voir et clairement, ça a fonctionné. Ok. Alors, une fois qu'on a un peu ciblé des gens, quel canal de prospection est-ce que vous trouvez efficace chez Gymlib? On va passer à cette deuxième étape du cycle de vente. Mm. Est-ce que vous avez des astuces spécifiques pour atteindre les cibles les plus difficiles à joindre et des canaux en particulier? Et tu le disais, chez vous, il y a quelque chose de très important, cette notion de coach champion de par les employés. Exactement. En fait, on a la chance d'être sur un produit passion et d'avoir plein de gens qui ont envie d'avoir Gymlib. Et donc, du coup, tous ces salariés un peu partout en France viennent nous contacter en direct en disant bah, comment je fais pour avoir Gymlib, comment je peux t'aider et comment je peux faire en sorte de faire avancer un deal. Et en plus de ça, la complexité qu'on peut avoir, c'est de vendre au CSE également. Et donc, les CSE, c'est des cibles pas forcément faciles à atteindre. Et donc, du coup, ces prescripteurs ambassadeurs vont être clés pour déterminer les personnes à atteindre dans l'entreprise. En plus de ça, on a mis en place donc, un petit tips qui est pas mal, c'est sur notre produit. Quelqu'un qui est abonné à Gymlib, une fois, disons, qu'il quitte l'entreprise, eh bien, il va pouvoir tout de même bénéficier de Gymlib pendant un mois ou deux en plus. Parce que nous, on se dit qu'une personne qui quitte l'entreprise, qui avait Gymlib, qui sera un peu dégoûté de ne plus l'avoir dans sa nouvelle entreprise, mais il sera très content de le montrer à son nouvel employeur en disant, mince, vous n'avez pas Gymlib, bah, regardez ce que c'était. Et donc, je veux pouvoir vous montrer à quoi ressemble Gymlib. Et du coup, j'ai quelques mois pour en profiter en plus et pour aller convaincre mon nouvel employeur de mettre en place la solution. Donc, c'est vrai que ça, c'est la chance qu'on a dans notre produit qui permet de le faire. Quand tu Euh, dis prescripteur ambassadeur, tu m'avais raconté pendant la préparation que vous avez même quelque chose où si un ancien employé quitte une entreprise, est-ce que tu peux raconter un peu, parce que je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes qui veulent se reposer justement sur des champions ouais. au sein des autres entreprises. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un Donc, prescripteur ambassadeur? concrètement, dans l'application, j'ai deux choses. Donc, j'ai la possibilité de dire, en fait, je quitte l'entreprise. Donc, si je quitte l'entreprise, on va dire, bon, bah voilà, tu n'es plus éligible à Gymlib. Il reçoit un email qui dit, tu n'es plus éligible. Mais tu as de la chance, je te le laisse encore un mois ou deux de plus. Et donc, grâce à ça, va voir ton employé, ton employeur et donne-nous les contacts de qui contacter parce qu'on va t'aider à garder Gymlib. Et donc, comme le user est utilisateur, concrètement, il va vraiment nous aider, nous trouver les bons contacts et on va s'appuyer sur cette personne, voire l'appeler parfois pour se dire, mais en fait, j'ai vu que tu utilisais Gymlib avec une haute utilisation. On sait que tu as envie de le garder, aide-nous et donc donne-nous les bons contacts et même donne-nous un peu la voix en interne pour nous aider à faire passer le deal. C'est un exemple pratique du fait de se trouver un ambassadeur, un champion, voire un coach à sa proposition de valeur. Donc, je pense que tout le monde peut tirer un peu les leçons pratiques. Et ensuite, il y a le fait d'être plus au même, d'approcher de manière locale, ce qui peut simuler parfois, mais que vous Ouais. arrivez à faire vous beaucoup plus réellement parce que vous avez aussi
les moyens de le faire. Donc, vous avez Mm. des city managers pour sectoriser de manière géographique et de manière plus précise. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est assez récent. C'est ça. Et donc, l'objectif, c'était vraiment d'avoir des personnes qui connaissent le maillage géographique de nos partenaires, qui connaissent le réseau local, parce que clairement, quand je fais une démo à un prospect, ne pas savoir qu'en bas de chez le client, il y a tel partenaire, etc., c'est dommage et c'est des choses qui manquent dans le cycle de vente. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment avoir des personnes locales qui connaissent le maillage géographique et qui savent de quoi ils parlent au téléphone. Et ensuite, il y a les événements. Vous Ouais. faites beaucoup d'événements physiques. On le disait tout à l'heure, il y a quand même énormément de partenaires chez Gymlib. Tu peux rappeler le nom parce que du coup, je ne l'ai plus en tête. Vous faites beaucoup d'événements grâce à ces partenaires. Et Oui. je te demandais, et c'est intéressant de savoir, quand on fait des événements physiques, selon même les moyens qu'on peut mettre en œuvre, comment est-ce qu'on fait pour suivre derrière le ROI que ça peut générer? Ouais, totalement. Donc, du coup, nous, c'est vrai qu'on va s'appuyer sur notre réseau de partenaires pour accueillir des événements. Ce qu'on se dit, c'est qu'en réalité, de faire découvrir notre produit, et encore une fois, c'est un produit où c'est facile d'en parler, c'est facile d'avoir du coup de bons retours en réalité, de dire à des prospects, bah, venez, on va aller chez Épisode, par exemple. Épisode, c'est des salles de sport où on va faire du bootcamp, etc. Donc, on va venir chez Épisode faire une soirée, par exemple, où je vais faire venir en plus quelques clients. Je vais faire venir une personne pour parler d'un sujet RH important et un enjeu qui parle du coup à notre cible et nos prospects. Ben, on va partager une séance de sport. On va partager un bon moment, échanger, et donc ça sera beaucoup plus facile de rappeler cette personne ensuite pour avoir un rendez-vous pour faire une démo. On se le disait, c'est parfois un peu difficile de joindre certaines personnes. Il y a par exemple, tu sais, des extensions telles que Casper, telles que Ouais. Lucha sur LinkedIn pour obtenir des numéros de téléphone. Est-ce que là, bon, j'avoue qu'on a moins travaillé cette question-là tous les deux, mais est-ce que tu as des astuces dont on peut tirer un peu les bonnes pratiques pour atteindre les cibles les plus difficiles à joindre quand on n'a pas forcément le numéro de téléphone, quand on ne peut pas forcément organiser des webinaires avec eux pour les prospecter en Oui. direct? Est-ce que tu as des astuces? Oui, alors on utilise Casper aussi totalement. Mhm. Donc, on est plus ou moins bien accueilli quand on appelle quelqu'un avec un numéro Casper. Donc, c'est vrai que ça va être ça l'enjeu, de trouver la bonne façon de l'approcher. Et c'est vrai que on va pas forcément dire, ah, bah, j'ai trouvé votre numéro un peu comme ça sur Internet. Et on va plutôt broder autour quand on nous pose la question, mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Pourquoi vous m'appelez sur ma ligne perso? Ce genre de choses. Mhm. Et c'est bon, bah, je me suis débrouillée, je fais mon travail et j'étais heureux de vous avoir au téléphone aujourd'hui, d'en parler avec vous. Et donc, le sujet, c'est plus comment on fait pour avancer, etc. C'est justement l'étape qu'on voulait travailler avec toi, toujours dans la prospection. Ouais. C'est quoi vos techniques? Qu'est-ce que vous faites pour personnaliser vos premières approches de prospection chez LinkedIn? Comment est-ce qu'on adopte cette positivité? Vous avez aussi une chance, vous, avec votre proposition de valeur, mais revenons-y justement à l'importance du téléphone chez vous. Oui, alors nous, c'est vrai que notre équipe de BDR, elle est très axée téléphone. On fait peu d'emails, peu d'envois en masse sur LinkedIn, etc. On l'a fait dans le passé et on change notre stratégie de prospection de plus en plus pour avoir une approche beaucoup plus qualitative. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout accueilli de la même façon quand on connaît plus l'entreprise, quand on a un message plus fort parce que plus personnalisé. Et donc, du coup, on a vraiment changer ça. Et donc, on a fait attention même dans notre recrutement à avoir des profils qui sont vraiment à l'aise avec ça. Parce que c'est des profils assez différents. On va pas se mentir, chacun a ses atouts. Mais en réalité, quelqu'un qui est à l'aise au téléphone, qui a le sourire, l'énergie, etc., ça change tout et ça change le taux de conversion en rendez-vous. Donc, vraiment, on va chercher ça. Et donc, chacun a sa petite technique. Je t'avais demandé ça justement. Il y a beaucoup Ouais. d'entreprises et chez Up2 d'ailleurs, on travaille là-dessus avec nos clients, Mhm. c'est-à-dire leur fournir un book de vente, même parfois un script de vente quand ils ont besoin d'avoir un discours bien rodé. Et certaines entreprises aiment que les commerciaux adaptent toujours un peu les mêmes accroches, Mhm. avec ce même arbre de possibilités, etc. Vous, vous avez une idée générale, mais pas du tout un script millimétré, et plutôt une approche globale que chacun des commerciaux s'approprie. Exactement. Nous, on veut vraiment laisser la créativité de chacun et faire en sorte que chacun y arrive avec ses petites techniques. Et au contraire, on va apprendre de chacun en se disant, bah, telle personne, elle a dit ça pour y arriver. Et c'est vrai qu'elle a eu une tonne de rendez-vous. L'autre, elle dit autre chose. Ça a moins marché. Comment j'améliore, etc. Mais en réalité, on veut vraiment que chacun ait sa méthode à soi pour s'épanouir parce que ça peut vite devenir ennuyeux, je pense. Et pour la rétention des talents, c'est pas forcément évident. Donc, c'est vrai qu'on fait attention à ça pour avoir vraiment chacun sa petite approche et on force pas sur un script en Bien particulier. sûr. Et il y avait aussi autre chose que tu nous disais, Rocco, faire 7 minutes d'appel. N'hésitez pas dans le chat ou à travers les questions à nous dire si vous avez une durée recommandée d'appel ou si vous avez par exemple un script plutôt
justement assez millimétré, très précautionneux ou si vous avez quelque chose de plus libre. Mais toi, Mm. c'est autour de 7 minutes d'appel, entre guillemets minimum, Non, pas minimum, mais en fait, en pas, moyenne? pas le premier cold Oui, calling, bien parce que sûr. cold calling, le premier, bon, bah, c'est pas Bon, évident bon. d'avoir les 7 minutes d'appel. Mais quand on a le premier rendez-vous, juste pour en savoir plus, etc., c'est vrai que ces 7 minutes pour faire de la découverte sont clés pour un BDR, pour vraiment être certain d'avoir une personne qui va répondre justement aux critères BANT dont on va parler un peu plus tard, et avoir une bonne découverte et être certain qu'on réponde du coup aux besoins grâce à Gymlib. Et on parlait du positivisme que vous essayez d'instiguer à chacun de vos rendez-vous. C'est très important pour vous de faire comprendre qu'on va passer un moment agréable par téléphone. Et je pense que de toute façon, on s'est tous fait prospecter une fois dans notre vie, dans la mesure où le compte CPF, les Oui. opérateurs téléphoniques, et on sait tous reconnaître les numéros de téléphone qu'on ne connaît pas et les premières notes d'un langage finalement peu avenant. Oui. Vous, vous êtes totalement sur une approche différente et d'ailleurs, qu'on préconise de toute façon, c'est finalement d'apporter quand même un moment positif dans la journée de la personne. Exactement. Et c'est vrai qu'on le dit assez rapidement dans la discussion en disant, bah, écoutez, moi je vous prends vraiment là 5 minutes, mais c'est 5 minutes où je vous promets qu'on va parler de sujets sympas. On va parler sport, bien-être des salariés. Donc ça va pas être un sujet embêtant. On va vraiment s'amuser au téléphone ensemble pendant la démo, etc. Donc prenons ce temps pour échanger. Au pire, vous avez perdu 5 minutes, mais franchement, ça sera pas un mauvais moment. Alors ça, c'était une question un peu improvisée que j'aime beaucoup poser dans le podcast également. Comment est-ce que vous faites pour faire ruisseler les bonnes pratiques? Je me souviens quand j'étais commercial qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait trouvé une nouvelle super accroche Mm. révolutionnaire. Bonjour, est-ce que vous passez une bonne journée? Ou enfin, je raconte Mm. n'importe quoi. Est-ce que vous avez bien déjeuné ou n'importe quoi vraiment? Est-ce que vous avez quelque chose comme ça, vous avez vraiment une approche un peu plus Pour se partager les ouais, messages. exactement, pour se Mm. partager les messages. On utilise Slack et donc on a un channel Slack SDR où du coup les personnes vont pouvoir s'échanger des bonnes pratiques, dire oh là là j'ai fait ça, même sur un message email ou LinkedIn en plus. Donc on va partager la bonne pratique sur ce channel-là. Et on utilise également Mojo où les BDR l'utilisent vraiment entre eux également. Donc on a instauré aussi de la réécoute entre pairs pour se dire vraiment je vais écouter le call de quelqu'un d'autre, taguer quelqu'un sur le call, dire ah regardez vous devriez écouter ce moment-là. C'était génial comment Max Pat par exemple a fait cette accroche, ça a marché, donc je vous la recommande. Mojo, c'est très pratique. C'est un outil qu'on utilise également chez Upto, que tout le monde ne peut pas utiliser parce que c'est quand même ça demande de certains moyens aussi. Mais C'est c'est vrai. extrêmement pratique pour faire des retranscriptions de vos appels, pour savoir qui a parlé. Donc, est-ce que c'est plus le prospect, est-ce que c'est plus l'un des commerciaux? S'il y en a plusieurs, ça peut reconnaître les voix de chacun. Mais c'est aussi possible de s'enregistrer avec son dictaphone quand on passe des appels, histoire d'y revenir ou de faire de l'analyse. C'est vrai. Donc, je pense que c'est assez important et c'est quelque chose qu'on recommande également pour que vous puissiez quand même prendre du recul un petit peu, notamment sur vos méthodes, mais aussi sur la manière dont vous interagissez en live. Moi, par exemple, je sais que je parle beaucoup trop vite et notamment en webinar. Mais Mhm. je passe à la slide d'après. On va essayer de parler un tout petit peu plus maintenant. On y arrive de notre troisième étape et des rendez-vous découverts. Donc, on va parler un peu plus de la méthode BANT dans la slide qui va suivre. Si tu peux résumer, vous avez besoin de bien cerner le besoin. Ouais. Il faut absolument lever tous les livres. Exactement. Et donc, pour cerner le besoin, justement, on utilise la méthode BANT. J'ai fait une jolie slide Magnifique. pour cette méthode BANT avec à Ouais. chaque fois tous les acronymes, donc besoin, autorité, pardon, budget, autorité, besoin et timing. Est-ce que tu peux revenir sur toi, sur votre appropriation finalement de la méthode BANT qu'on a travaillé chez Upto? On vous partagera un lien un peu plus tard pour que vous puissiez voir notre article sur cette méthode. Donc nous, on va donc tout d'abord qualifier le budget. Donc je mettais que le budget, c'est pas facile de le qualifier en outbound parce que quand on appelle quelqu'un vraiment sorti de nulle part, entre guillemets, en lui disant bah, je vais te parler de Jimib. Tu connais pas Jimib, mais d'ailleurs, est-ce que tu es prêt à Oui, payer? en budget direct, oui. C'est difficile. Donc en outbound, c'est vraiment à creuser au fur et à mesure. Nous, ce qu'on veut, c'est parler du business model, donc expliquer que Jimlib, bah, c'est quelque chose qui va financer l'entreprise et le salarié, et donc on aura besoin d'un budget pour ça. Mais si ça semble open, fine, pour nous, c'est validé. Le deuxième point, ça va être l'authority. L'authority, c'est le décisionnaire. Donc, qui est là au sein du call de démo? Est-ce que j'ai les bonnes personnes en face de moi, etc. Et donc, ce critère-là, il va être moins important pour nous parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des salariés prescripteurs et on se rend compte que ces gens-là vont vraiment être super ambassadeurs et vont nous aider à atteindre les bonnes personnes. Donc, c'est pas bloquant au démarrage et on peut faire rentrer des transactions dans un pipeline, même si on n'a pas le decision maker.
au démarrage. C'est ce qu'on se disait avec la notion de champion et de coach. On Oui, a déjà travaillé dans des webinaires précédents. Je pense à nos webinaires sur la vente grand compte, par exemple. C'est nécessaire d'avoir des employés qui sont vraiment les ambassadeurs et les plus grands soutiens de votre proposition de valeur. Et vous, c'est assez facile puisque il y a beaucoup d'employés qui veulent pouvoir aller finalement à la salle de gym ou jouer au paddle ou faire exactement. une partie de foot ou aller au yoga ou le hammam. Mais je ne vais pas non plus revenir sur les 300 activités que Oui. vous offrez. Donc, c'est normal qu'ils soient aussi les soutiens de votre offre. Et on en parlait, vous allez même jusqu'à vous reposer sur ces soutiens-là, après même qu'ils aient quitté leurs entreprises pour conquérir leurs futures entreprises, Bien qui sûr. est une très bonne méthode. Je pense que de la même manière, et comme je le disais un peu plus tôt, vous pouvez vous appuyer sur ces méthodes-là de champion et de coach en essayant de trouver des soutiens de votre offre. Si par exemple vous proposez des meilleures fournitures de travail, bah, justement, peut-être qu'il y a un employé qui veut en particulier de meilleurs stylos bic, mais vraiment, je rappelle ça de manière la plus primaire possible. Et ensuite, il y a le besoin, justement. Totalement. Ça, pour nous, c'est le plus important. Et c'est vraiment le sujet qu'on va creuser au maximum pour vraiment identifier les axes sur lesquels on va insister lors de la démo. Donc, on pose beaucoup de questions sur les bénéfices qui sont déjà en place, les politiques, justement, RH, CSE en place. Si on a un CSE, eh ben, on va demander la date d'élection du CSE, quels sont leurs enjeux, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment pour nous le point clé. Je pense que c'est un point aussi très important et notamment assez intéressant de voir pour l'élection du CSE. Ouais. C'est, je pense, une bonne idée et ça fait partie donc des enjeux futurs que je mettais en bullet point juste ici. Et ensuite, il y a le timing chez vous qui est, on va dire, assez limité, mais ça s'explique, je crois. Totalement. Nous, on veut vraiment limiter des projets à 12 mois, parce que si quelqu'un nous dit, bon, dans 2 ans, j'aimerais lancer Gymlib, on sait que notre offre évolue beaucoup. Donc, du coup, on ne va pas s'engager sur, par exemple, un budget maintenant, etc. Donc, on ne prend pas les projets à plus de 12 mois. En revanche, dans un laps de temps entre 1 et 12 mois, totalement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir répondre. Et cette méthode BAND, c'est donc une méthode que tout le monde peut utiliser afin de pouvoir qualifier un peu dans un ordre de pipeline, de funnel, comme on dit en anglais et en marketing, les besoins, justement, mais de manière beaucoup plus globale, en passant donc, je redis, de budget, autorité, besoin et de timing. Ça doit s'adapter à votre proposition de valeur et c'est comme ça donc que Jim Lee l'a adapté. Et enfin, il y a aussi un truc important que tu m'as dit et que vous arrivez à calculer avec Mojo, c'est ce fameux 80% 80-20. Exactement. Donc, on parle souvent du fait qu'on doit vraiment écouter lors d'un rendez-vous de découverte et spécifiquement. Donc, 80% d'écoute, c'est vraiment la stat qu'on suit et on le check sur Mojo parce que Mojo, comme tu le disais, nous permet de voir justement le temps de parole des uns des autres. Et donc, on vérifie et en fait, on coach du coup nos équipes pour faire en sorte qu'elles écoutent un maximum Bien et qu'elles ne sûr. soient pas dans un monologue ou un déballage de tous nos bénéfices. Et je voulais aussi te demander, et alors là, j'ai bien profité de tous les exemples que tu avais mis dans notre préparation Mhm. partagée. Est-ce que vous avez quelques questions clés que vous utilisez pour identifier donc les besoins, les objectifs des clients potentiels lors des rendez-vous de découverte? C'est toutes ces questions que vous allez finalement poser pendant cette qualification grâce à la méthode BANT. C'est Et ça. t'en as donné quelques exemples, si tu pouvais revenir sur quelques-unes Oui, d'entre elles. bah, sur les enjeux de cohésion, pour savoir si justement la cohésion est un sujet majeur pour l'entreprise, et ben, on va se renseigner sur est-ce qu'on est sur du multisite ou est-ce qu'on est sur un bâtiment unique pour l'entreprise, quelle est la politique de télétravail, est-ce qu'il y a des gens en remote seulement, quel est le budget de team building qu'ils accordent, qu'est-ce qu'on fait pour que les salariés s'entendent bien dans l'entreprise et comment on fait pour développer ça aujourd'hui, pour après savoir si je vais devoir axer ma démo sur ces enjeux de cohésion. Pareil sur la marque employeur. Qu'est-ce qui est déjà mis en place aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des enjeux de recrutement forts en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait pour distinguer de la concurrence? Pourquoi un candidat irait chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Cette question, elle marche bien. Exactement. Et même, est-ce qu'on fait des stats en interne? Est-ce on va faire un INPS, par exemple, pour mesurer la satisfaction des salariés? Si oui, quelle est-elle? Quels sont les sujets qui reviennent en ce moment? Quels sont les feedbacks des salariés? Et après, même creuser le process de décision, le process de budgétisation pour savoir à quel moment on va pouvoir intervenir, quels vont être les enjeux sur le deal, au moment du closing. Est-ce que vous avez des questions qui, entre guillemets, bougent un peu plus les prospects aussi, j'imagine? Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous mettez en place pour travailler votre marque employeur? Et s'il est un peu plus froid, vous lui dites, bah, vous, finalement, vous faites pas grand-chose? Ou est-ce qu'il y a des questions un peu plus comme ça, un peu plus challengeantes? Oui, on peut le faire. Et même plus avec les CSE, je dirais aussi, Oui. parce que les CSE, c'est vrai que c'est un métier à part entière. Enfin, c'est même pas un métier, ils Hmm. sont élus, ils sont là, et donc ils doivent répondre à des problématiques. Et donc, clairement,
on est là pour les aider et on leur montre que, ah, et donc là, vous venez d'être élu, qu'est-ce que vous avez mis en place? Pas grand-chose encore. Bon, bah, c'est le moment, on va vous aider. Donc, vraiment, on essaie de les stimuler là-dessus. Est-ce que vous avez une liste de questions? Vous avez processé ça quelque part, du coup? Oui, on utilise Notion donc, comme outil pour vraiment écrire, enfin documenter, Codifié. voilà, Hmm. toute notre Sales Bible. Et donc, clairement, on a plein d'idées sur Notion. Ça fait partie de notre onboarding de recrutement également. Et on le met à jour très régulièrement pour, Vous avez une équipe qui est dédiée au fait d'essayer de nourrir Notion au fur et à mesure ou chacun le fait c'est un les peu? managers. C'est les C'est managers. beaucoup les managers. Les managers de chaque équipe vont vraiment documenter ça et ça leur est utile après dans le cadre des onboarding. Donc, chaque Je manager va pense à ça parce qu'on a reçu la chargée du Sales Enablement de Lucas et le ouais. podcast sort la semaine prochaine. Bon, Lucas, c'est une énorme force de vente. Mm. Ils sont 600 dans l'entreprise et 150 commerciaux. Eux, ils ont 15 personnes en En charge Sales ouais, Enablement. en Sales Enablement. C'est assez Effectivement. impressionnant. Et du coup, leur Notion est un véritable Wikipédia de vente et c'est ce genre de choses qu'ils essaient de formaliser. Mais même à l'échelle d'une équipe de 5 commerciaux, comme on se le disait tout à l'heure, faire ruisseler les bonnes pratiques, que ce soit via un canal Slack, avec peut-être des messages épinglés ou même une note partagée où on met ses meilleures approches, ses meilleures questions de vente, Totalement. c'est hyper utile. J'ai une question qui peut intéresser tout le monde de Nathalie. Après, je vous rappelle que si vous avez des questions-réponses plus sur le fond du webinaire, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et réponses. Mais je le rappelle pour tous et surtout pour ceux qui ne voient pas forcément le chat tout de suite, on distribue bien le replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez bien évidemment accès au replay et il vous sera envoyé par mail de toute façon. Par contre, si vous voulez poser des questions en direct, on n'en a pas encore. Je sais que c'est un peu plus dur et qu'il y a normalement un peu plus de timidité, voire d'introversion lorsqu'on fait des webinaires B2B avec des super invités. Mais voilà, n'hésitez pas à nous poser quelques questions. Et là, on arrive entre guillemets à l'entracte de ce webinaire, puisqu'on est à notre deuxième sondage. Et là, on va parler plus de canal de prospection, puisqu'on est à notre étape de rendez-vous découverte obtenue justement grâce à la prospection. Et la question sera la suivante: quel canal de prospection préférez-vous pour entrer en contact avec de nouveaux prospects? Je vais vous partager tout de suite le sondage pour que vous puissiez répondre. Alors normalement, vous avez toujours hop, accès aux résultats du premier. Je vais arrêter le partage et vous lancer le second sondage. Voilà, il devrait s'afficher. Est-ce que chez vous, c'est plutôt les campagnes d'email de masse? Est-ce que c'est plutôt les appels téléphoniques comme chez Gymlib? Est-ce que c'est plutôt des emails personnalisés? Mais est-ce que vous personnalisez que l'accroche? Ça reste à déterminer. Est-ce que vous faites des événements en ligne tels que celui-ci? Des événements en physique tels que fait Jimmy avec son énorme réseau de partenaires? Est-ce que ça repose plutôt sur vous aussi le bouche à oreille? J'ai mis un choix multiple pour que chacun puisse répondre à toutes ces options à la fois et on va voir lesquelles remportent un petit peu haut la main. Donc les appels téléphoniques sont quand même très plébiscités. Comme tout à l'heure, les rendez-vous découverts dans l'étape la plus favorisée par tout le monde et la plus importante pour tous. Je regarde tout ça. J'ai l'impression qu'on y revient beaucoup hein, aux appels Ouais, vous êtes téléphoniques. un peu plus d'une cinquantaine en live, vraiment un tout petit peu plus, et vous êtes 35 à avoir répondu. Je pense que c'est correct. Je vais mettre fin au sondage et partager avec vous les résultats. Comme vous pouvez le voir, eh bien, vous êtes quand même 70% à privilégier les appels téléphoniques. Ensuite, en termes d'emails personnalisés, vous êtes 40%. En email de masse, toujours une dizaine de pourcents. Après, j'aimerais bien savoir la distinction email personnalisé, email de masse, mais c'est Mm. ça aussi la beauté de la data. On peut pas forcément tout savoir. Il faut continuer de creuser. Événements en ligne, assez peu. Donc, je suis ravi d'être ici avec toi aujourd'hui, puisqu'on est assez rare. Événements en physique, tout de même une personne sur cinq qui fait des événements en physique et le bouche-oreille, toujours Mm. autour d'une personne sur cinq. Merci pour vos retours. C'est aussi intéressant pour chacun, je pense, de comparer un petit peu ce que font les autres afin de s'en inspirer. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et justement, en parlant de s'inspirer de ce que font les autres, je voulais en profiter pour vous reparler rapidement de notre podcast qui s'appelle Vive la vente. Il y a un néon Vive la vente juste derrière nous et c'est dans cette Mm. salle avec ce micro qu'on enregistre le podcast. Et on a reçu de très beaux invités, Jennifer dans notre dernière saison notamment. Et cette saison, Edenred, une entreprise dans laquelle tu as passé 5 ans, une très Oui. belle école de vente, ou aussi par exemple Nestlé Waters, mais pas que, Ringover, Lemonway, des entreprises avec des méthodes de vente souvent innovantes, parfois et très souvent aussi dominantes de leur secteur et de leur marché, qui peuvent être donc inspirantes à chaque fois, en tout cas pour vous. Et enfin, on parlait de la méthode vente et tout, en tant qu'expert de la vente depuis plus de 18 ans, je vous le disais en introduction, connaît, maîtrise et enseigne bien évidemment la méthode vente à travers ses formations notamment. Donc on a fait des articles et normalement Fanny vous partage dans le chat un peu des liens pour suivre justement notre proposition de valeur et de contenu sur le blog, que ce soit le podcast ou cet article sur la méthode vente.
Voilà pour notre mi-temps, comme on dit dans le sport. On revient aux méthodes de vente de Jimmy Lib et on passe du rendez-vous, donc découverte, qu'on va appeler RDV1 sur cette petite slide grisée, à la prochaine étape, la démo et l'offre. Une étape très importante pour beaucoup d'entreprises, notamment les SaaS. Chez vous, elle prend aussi une valeur particulière parce qu'il faut l'adapter, hein, comme dans beaucoup d'entreprises, bien sûr, puisque toutes ces boîtes que vous prospectez peuvent avoir des enjeux différents, que ce soit avec les élections de CSE ou avec la Mm. marque employeur et le ENPS. Est-ce que vous avez mis en place des démos produits chez Gymlib? Donc, quels sont les fondamentaux d'une bonne démo selon toi? Donc oui, on fait des démos chez Gymlib, sauf pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés, où là, le closing va plus vite, donc on n'a pas envie de rentrer dans les détails d'une démo. Donc du coup, nos inside sales qui sont vraiment focus SMBs, donc petites et moyennes entreprises, ne font pas de démo. Donc on arrive sinon sur la démo une fois que le besoin est bien clair pour vraiment personnaliser tous les messages. Et pour réussir une bonne démo, moi je dis toujours à mes commerciaux que la règle numéro un, c'est d'avoir une bonne préparation technique. Donc, checker qu'on a un bon réseau, checker que les données sont OK, que du coup, là, nous, en l'occurrence, par exemple, chez Gymlib, on va vérifier que autour de notre prospect, eh ben, le réseau de partenaires est présent, quelle ville je vais montrer, la diversité des activités, etc. Que je puisse, du coup, même savoir, du coup, tout ce qui concerne le prospect avant la démo. Donc, la règle numéro 2, c'est s'appuyer sur les besoins du client. Toute la découverte sert à ça et donc vraiment avoir toutes les informations clés du prospect qui ont servi lors de la découverte. Donc même aller plus loin, savoir quel sport fait le prospect. Et donc ça, c'est des questions qu'on va poser avant de faire la démo. Est-ce que vous êtes sportif, vous? Est-ce que vous faites des sports en particulier? Qu'est-ce qui vous plaît? Dans quel coin vous êtes? On va avoir une idée de l'âge du prospect également en le voyant. Et donc du coup, on va plutôt axer sur des sports plutôt que d'autres en fonction de ça. Les enjeux business en fonction de si c'est du RH ou du CSE. Et ça va me permettre de savoir sur quelle fonctionnalité je vais appuyer lors de ma démo. Est-ce que c'est la simplicité d'usage de l'application? Est-ce que c'est les fonctionnalités qui permettent d'avoir plus de cohésion d'équipe, comme le fait de partager une séance? Est-ce que c'est le réseau de partenaires super large avec l'enjeu du national qui est fort? Et également de savoir si on est face à un concurrent, c'est important, pour savoir sur ce que je vais appuyer ou pas lors de la démo, parce que c'est clair que j'ai envie d'appuyer sur certaines fonctionnalités que le concurrent n'a pas, si jamais je sais que je suis face à un concurrent. Donc voilà un peu tout ce qu'on fait pour avoir une bonne démo. Ce qui est clé aussi, c'est les interactions avec le prospect. Il n'y a rien de pire que de partir en démo tout seul, de plus voir son prospect, de montrer un peu tout seul et de ne pas questionner le prospect et de ne pas l'intégrer dans la démo. Et clairement, on voit la différence des premières démos des account exécutifs quand ils débutent chez Jimmy, mais que du coup, il manque encore de conversation, de répondants, et c'est normal parce que c'est le démarrage. Et donc, on travaille ça en onboarding pour que la démo soit vraiment justement ce bon moment qu'on a envie de partager avec le prospect parce que ça va être des discussions autour du sport, autour de comment on va faire en sorte d'avoir plus de partage en interne, etc. Donc du coup, ce point est hyper important pour moi. Ça doit être un échange, tu dois sentir qu'ils sont pas dans les cordes et qu'ils sont pas dans un monologue, j'imagine. Exactement. On se le disait quand on préparait encore une fois ce webinaire, vous permettez aussi à vos clients, à vos opportunités, dans le cas où il y a des objections, de pouvoir utiliser l'application. Et je m'étais noté dans mes petites notes qui sont Mm. juste ici que dans 99% des cas, donc ça veut dire qu'il y a seulement une personne sur 100 qui, après l'essai, va se dire, ah, peut-être pas. 99% des cas, les gens sont positifs après avoir essayé l'application, s'il y a une objection. Si on a une objection sur le produit, l'utilisation, ça va pas être facile, etc. Alors ça, c'est sûr que ça y répond. Et en fait, on a tellement confiance en notre produit. Il faut dire qu'on est les premiers utilisateurs en interne de notre produit. Donc vraiment, chez Gymlib, on a la chance d'avoir tous les salariés qui l'utilisent au quotidien. Donc on croit énormément en notre produit. Et donc, clairement, on fait passer ce message à notre prospect qui va le vérifier par lui-même. Et donc, oui, il est convaincu quand il teste. Et enfin, il y a un axe différenciant aussi à prendre par rapport à la concurrence, évidemment, sans la moindrir ni la critiquer, mais justement en essayant de se différencier. C'est quoi d'ailleurs les différenciants de Gymlib? Bah, le réseau de partenaires, tu disais aussi le nombre de sports qu'on peut faire, est-ce qu'il y en a d'autres? Exactement. Donc, le réseau de partenaires est clé, en fait. Donc, pouvoir faire du fitness, par exemple, un peu partout. Le national également, parce que nos concurrents ne sont pas partout en France, dans toutes les villes de Ouais, tu peux France. l'utiliser en Belgique, par exemple, Oui, non? Ok. totalement, totalement. Et donc, c'est des clients comme Carrefour qui nous ont aidés à nous développer de cette façon-là, parce qu'il y a des Carrefour partout en France et on a dû Mm. répondre à cet enjeu.
Et donc, Très beau ce client. national, oui, on est content. Équipe JO de Ah oui, en Garant, plus. voilà. Et parce que ça aussi, on va en parler un peu plus quand on parle d'objections et notamment de priorité. Et comment vous faites pour justifier ça? Les JO et le contexte dont on parlait tout à l'heure, Mm. ça aide à pouvoir justifier le fait que vous puissiez pousser un petit peu plus votre proposition de valeur. Si je pouvais revenir un petit peu plus là-dessus, mais en fait, c'est la slide précédente, désolé. Il y a aussi cette idée de pouvoir prouver un petit peu le ROI, de justifier un peu la priorité de ce que vous donnez. Exactement, et c'est vraiment les contextes d'actualité qui vont nous aider à défendre ces projets-là. Et l'enjeu, il est aussi surtout de se dire, il y a une suite JO. C'est pas que bah, c'est l'année des JO, donc j'ai envie de mettre en place une super pratique. C'est surtout, je profite des JO pour mettre en place une pratique qui va durer dans le temps, d'où cet enjeu et justement le fait que ça a été décrété comme cause nationale. Bon, voilà, c'est ça, le grande cause nationale Ouais. qui importe. On passe à notre prochaine étape de vente. Est-ce que tu avais d'autres choses à partager sur ce thème Pas des plus ventes de cyclettes seulement, je ouvertes? pense. Ok, alors on passe aux intermèdes. Ouais. Souvent, ça peut arriver, on en parlait lors d'un webinaire précédent, avec un super exemple de Hakim que je vais citer, qui lui envoie des gifs un peu humoristiques sur Mm. WhatsApp afin de pouvoir relancer le prospect. Est-ce que vous, ça vous arrive de perdre un peu le prospect entre certaines étapes du cycle de vente, malgré un intérêt prononcé au départ, au bout d'un moment, je sais pas, le fil de pêche finit par se rompre, on perd un peu la cible. Et comment est-ce que vous faites pour gérer justement ces temps morts, ces intermèdes? Bon, donc bien sûr, ça nous arrive. Malheureusement, j'aimerais dire que ça nous arrive pas, mais ça Malheureusement nous à tout le monde. arrive à tous. Et donc c'est vrai que chacun a ses petites techniques. Pour éviter ça, vraiment le nurturing est clé pour nous. Et donc nos équipes marketing nous aident bien grâce à du contenu, comme tu dois le faire chez Oui, Upto. absolument. Mais donc c'est vrai qu'on a du bon contenu à partager et qui nous permet du coup de garder le contact avec notre prospect et de l'appeler pas uniquement pour le relancer, mais l'appeler pour lui dire, ah bah tiens. J'ai pensé à toi, on a sorti un article qui explique comment le fait qu'une salle de sport en interne ne remplace pas le fait d'aller en salle de sport justement au sein d'un réseau de partenaires, par exemple. Et donc, du coup, on va partager ces choses-là pour du coup échanger avec le prospect sur d'autres sujets que juste, bon, bah, tu signes quand le contrat? Donc, Et il y avait quelque chose que tu m'as dit en préparation, mais je vais laisser Nice relancer brièvement la caméra. Vous avez un suivi assez constant, pas plus de 15 jours sans contact. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Bah, alors, on parle des cibles actives, bien sûr, hein, ouais, j'imagine, pas bien sûr. des clients. Comment est-ce que vous assurez ça? Tu m'as dit aussi qu'il y avait un code couleur, si je me souviens bien. Exactement, tu te souviens bien. Ouais. Donc oui, c'est vrai que dans notre CRM, là aujourd'hui, on utilise HubSpot. Et donc sur HubSpot, on va avoir donc dans le pipeline commercial une couleur différente pour les transactions qui ont eu plus de 15 jours sans contact. Ça pour que la compte exécutive soit responsable et se dise, mince, lui, je ne l'ai pas eu depuis longtemps, ni un email, ni un appel, ni quoi que ce soit. J'ai besoin de le recontacter. Et donc clairement, on entraîne nos accounts exécutives à faire en sorte de garder ce contact et avoir un lien privilégié avec le prospect. En réalité, si le prospect passe un bon moment avec nous, alors forcément, ça va pas l'embêter de nous avoir au téléphone et on devrait moins se faire ghoster, comme on dit, à ce moment-là. C'est vrai que parfois, je mets un petit icône PNG d'un fantôme qui se balade sur Bah, son cycle de voilà. vente parce que bien sûr, ça arrive à chaque étape. On se le disait tout à l'heure, ça peut être comme n'importe quelle chose. Les gens peuvent perdre un petit peu de l'attention. Mm. Il y a aussi de l'engagement via WhatsApp pour des conversations privilégiées. C'est le terme et l'adjectif que tu utilisais Oui. dans notre prépa partagée. Vous essayez de privilégier WhatsApp dès que vous le pouvez? Bah, en fait, on se rend compte de plus en plus que suite à un rendez-vous, faire un petit WhatsApp 2, 3 jours après pour prendre des nouvelles, parce que la personne m'a dit bah, je vais en parler à mon boss demain, j'ai un one-to-one, je vais sonder un peu le sujet et donc converser sur WhatsApp en réalité, bah, ça permet d'avoir plus de liens avec le prospect. Il va être moins mal à l'aise, je pense, de ne pas répondre. C'est plus facile qu'un appel téléphonique et donc d'avoir un WhatsApp en disant je peux t'appeler 2 minutes pour te parler d'un truc, etc. La personne bah, est plus à même de répondre oui. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de conversations avec nos prospects sur WhatsApp. Je pense que de manière un petit peu plus pratique, pour tirer tous les enseignements de ce que Jennifer nous donne, et merci beaucoup, c'est bien sûr d'avoir son pipe de vente de manière claire, d'exploiter son CRM de la meilleure des manières possibles. On en parlait tout à l'heure. Le code couleur sur HubSpot, ça s'adapte. Par exemple, si vous faites toujours un CRM sur Excel, bah, c'est évidemment de trier par date le dernier contact. Ça peut être aussi simple que ça. Et notamment WhatsApp, bien sûr, essayer d'avoir le plus de canaux d'acquisition ensuite de canaux de contact et donc de pouvoir les relancer. Si c'est pas par mail, bah, par téléphone. Et si c'est pas par téléphone, par SMS. Si c'est pas par SMS, par WhatsApp. Et si ce n'est pas par WhatsApp, par LinkedIn
et s'ensuit, afin de pouvoir toujours garder un petit peu une touche de contact avec ces opportunités avant qu'elles deviennent des clients, donc en faire des futurs clients le plus vite possible. On va parler justement de l'étape où le prospect devient client avec l'une des étapes les plus importantes, le closing, une étape sur laquelle les commerciaux un petit peu plus vente transactionnelle et à laquelle on accroche beaucoup l'image du commercial, alors qu'en fait, c'est toutes ces étapes qui importent et normalement, le closing doit être rendu assez facile par les étapes précédentes. Vous, vous avez quelle approche pour les négociations finales chez Gymlib? Donc, comme tu l'as bien dit, c'est les étapes d'avant qui sont clés pour faire en sorte que le closing se passe bien. Parce que je veux pas de mauvaises surprises au moment du closing. Tout est censé être clair. On est censé avoir vraiment une relation de confiance avec le prospect. Et donc, on reste dans l'écoute et l'empathie. Donc, vraiment, au moment du closing et de la négo finale, eh ben, on écoute, on veut comprendre l'objection même sur le prix, par exemple, qui viendra à la fin avec les achats, ce genre de choses, pour expliquer, pour dire, bah, je vous avais dit, notre business model, il est comme ci, comme ça. Donc, on va pas pouvoir revenir sur le prix, etc. Être très transparent. Donc, clairement, moi, je veux pas de promesses non tenues. On est très clair dès le démarrage sur ce que peut faire notre produit ou ce que ne peut pas faire notre produit. Et comme je disais, le business model qui s'ensuit pour vraiment comprendre le prix. Et Normalement, il n'y a pas de surprise à ce moment-là. exactement, Est-ce que non. vous avez quand même souvent une petite négociation sur le prix qui peut se poser à ce moment-là? Est-ce qu'il y a Ça arrive avec les grands comptes parce que le cycle de décision a été mal tellement... cerné aussi parce que à la fin, une fois qu'on pense que le deal est fini, on a l'accord du DRH qui dit ah bah génial, on veut y aller. Bon bah je vais mettre les achats dans la boucle. Hmm. Et là, s'ensuit encore des négociations, Changer d'interlocuteur totalement. etc. Et on recommence. Et donc oui, ça repart sur des négociations. Et donc ça, c'est le côté embêtant. L'autre chose importante, je pense, c'est toujours rechercher des compromis. Parce que typiquement, bah là, on parle des achats. Et donc, la recherche de compromis, pour moi, est clé. Je vais jamais donner une remise ou lâcher sur un point du contrat qui était important sans avoir quelque chose en retour. Donc, vraiment, ça peut être, bah, écoute, moi, ce qui va être intéressant pour moi, c'est que tu postes sur LinkedIn que tu aies mis en place Gymlib au moment du lancement. Parce que ça va m'aider pour commercialement plus tard. Donc, je veux bien t'accorder ce que tu demandes. En revanche, j'ai besoin de ça en échange, etc., etc. Et donc, on a des idées là-dessus à chaque fois pour se dire qu'est-ce qu'on peut avoir en échange, mais ça ne doit pas aller dans un sens. Notre temps et notre produit est tout aussi important que notre prospect. Et donc, il faut vraiment qu'on soit sur un pied d'égalité. Ça, c'est un peu pour finalement les négociations, pas de dernière minute parce qu'elles sont pas surprenantes, mais les Mm, dernières négociations. Shop2, c'est quelque chose qu'on recommande et qu'on adapte aussi à notre proposition de valeur. Ça peut être sur la date de closing, tu le disais, ça peut être mm, un post LinkedIn, ça peut être une recommandation, par mm, exemple. Ça s'adapte, mais c'est histoire de finalement être pas dans ces retranchements si on nous demande une remise ou en particulier et d'être capable d'avoir du rebond finalement face à son prospect, histoire que tout le monde puisse y gagner quelque chose. Parce qu'il n'y a pas que finalement le ROI du client et puis finalement votre marge à vous et le prix. Il y a mm. aussi finalement moyen d'avoir, comme on le disait, des recommandations, qu'elles soient publiques, qu'elles soient en mise en relation. Et ça peut être assez intéressant. On parlait de participation, par exemple, à des événements également. Et enfin, notamment en parlant de justement de mise en relation et de référence client, quelque chose que tu peux faire, c'est les utiliser comme clients références et tu utilises les clients références dans cette dernière phase de closing. Énormément. Et nous, on aime mettre en relation avec des clients parce que qui de mieux pour parler de nous de façon très Bien sûr. transparente. Et donc, clairement, encore une fois, on a des clients qui nous suivent depuis longtemps et qui croient beaucoup en notre produit, qui sont contents. Et donc, du coup, c'est super de pouvoir les utiliser pour nous aider. Autre chose pour cette dernière, plutôt cette avant-dernière étape, quel closing? Je pense qu'on a un peu tout couvert. Je crois bien. Ok, ben, on va pouvoir passer à notre dernière étape, à la pérennisation des relations clients. Je vois qu'on n'a pas encore de questions et réponses, donc n'hésitez pas, parce que je sens que ça va peut-être en improviser à la fin. Et je sais que sur cette cible, les directeurs commerciaux qui nous suivent et nous écoutent sont parfois un petit peu plus résilients à poser des questions. Donc peut-être qu'on les aura dans le replay et en commentaire sur YouTube. Pour cette dernière étape de vente, la pérennisation des relations clients, c'est une étape que j'ai un peu rajoutée parce que toi, tu arrives à couvrir vraiment tout le cycle de vente quand j'essaie de discuter de ça avec des commerciaux ou avec des directeurs commerciaux ou même des chief revenue, ça dépend en fait de leur scope Mm. d'activité, de savoir s'ils vont justement travailler tout le account manager, le account management qui vient derrière. Mais je vais tout de suite aller à ma question.
Si elle s'affiche, tac, 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 elle s'affiche en dernier. Une fois la vente conclue chez Gymlib, c'est quoi vos stratégies pour entretenir et renforcer la relation avec vos clients? Comment est-ce que vous transformez ces clients en ambassadeurs de votre marque? C'est ce dont on parlait, les clients référents. Ouais. Donc, c'est notre équipe Customer Success Manager qui va reprendre, qui va prendre le relais. Peut-être ce qu'il y a à noter chez nous, c'est qu'on a une équipe, donc soit quand on signe un contrat chez Gymlib, soit on va être avec un Key Account Manager dédié en fonction de la taille du compte, ou chez un Customer Success Manager qui se partage des comptes et donc qui va être traité plus avec une équipe qui gère un ensemble de comptes différents. Et donc, cette équipe va être vraiment clé pour nous parce que clairement, il faut que nos clients deviennent nos meilleurs ambassadeurs. Cette équipe, elle est drivée uniquement par le taux d'activation. Donc, vraiment, leur incentive, c'est faire en sorte que le nombre de personnes qui utilisent Gymlib dans l'entreprise soit élevé. Parce que, en fait, on se rend compte que c'est uniquement l'utilisation du produit qui va faire que notre client est content. Pourquoi il va être content? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de bug, que nos partenaires soient bien, etc. Et donc, du coup, le taux d'activation, c'est clé pour nous et c'est notre métrique qu'on suit vraiment au quotidien. On se rend compte également qu'avoir une relation privilégiée avec nos clients décideurs, c'est hyper important. Donc, du coup, moi, j'encourage l'équipe à vraiment connaître nos clients. Donc, ne pas hésiter à aller partager une session de sport avec eux, aller les voir pour un café parce on fait des rendez-vous dans le coin, déjeuner, etc. Et donc, vraiment, on veut être proche de nos clients pour avoir leur feedback au quotidien et pour justement cerner tout ce qui peut être autour d'un deal, le renouvellement d'ailleurs qui pourrait arriver, le fait que les tarifs puissent être revus, ce genre de choses. Donc vraiment, c'est quelque chose à appréhender par nos équipes CSM et qui account manager. Et enfin, pour faire en sorte que les relations avec nos clients fonctionnent bien et qu'ils soient entraînés dans le mouvement Gymlib, on organise des événements inter-entreprises. Et donc, typiquement, on peut faire des tournois de foot, des tournois de paddle, des tournois de... Hier, il y avait du beach volley, par exemple. Ah oui. Exactement. Et donc, du coup, Où on est-ce que vous avez fait fait du beach volley? chez Sand Fabrique. Ah oui. Voilà, donc un petit partenaire pas loin d'ici, qui est sympa, enfin, pas loin d'ici, à la bordure de Paris, mais c'est hyper sympa. Ok. Et donc, du coup, on fait des tournois inter-entreprises, même pour que les clients se connaissent mieux, que les salariés en parlent encore plus, etc. Et donc, vraiment, on veut aller au-delà de juste le partenaire pour la solution sport, l'application qui va donner des crédits pour faire du sport. Et on veut vraiment être celui qui va plus loin de ça et qui va être vraiment l'expert de ces sujets. À l'échelle d'une équipe commerciale un peu plus réduite, je pense que c'est ou qui a peut-être pas de account manager et qui a besoin justement de traduire les meilleurs conseils de ces bonnes pratiques-là. Bien sûr, l'intérêt, c'est évidemment de garder contact avec ses clients. Tout à l'heure, on le disait, un contact par an minimum. Ouais. Et évidemment, d'essayer de pérenniser ces relations en s'en servant comme client référent, en prenant des nouvelles par WhatsApp, on se le disait, Mm. en essayant de faire en sorte qu'ils puissent témoigner, de continuer à échanger sur LinkedIn, de retenir par exemple les anniversaires et de dire ah, c'est marrant, vous êtes né le même jour que telle personne quand c'est l'anniversaire de son contact, de son coach, de son champion, Mm. etc. Et évidemment, essayer de garder contact. La vente ne s'arrête pas au moment où finalement elle est conclue, encore moins chez vous avec votre proposition de valeur et Mm. ce fameux taux d'activation. Donc Totalement. merci d'avoir ces bonnes pratiques-là. C'était notre dernière étape, donc merci infiniment. Moi, j'ai un dernier sondage avant qu'on laisse place aux questions. Si certains ont des questions à poser, moi j'en ai une dernière pour vous, pour notre audience. Pour vous, quel était l'élément le plus décisif de la phase de closing? Pas chez Jennifer, bien sûr, chez Mhm. vous. Donc je vais lancer ce sondage. Tac, 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 tac. Il devrait s'afficher chez vous désormais. Juste avant que notre webinaire touche à sa fin, est-ce que chez vous, c'est plutôt la capacité à gérer efficacement les objections, la création de valeur ajoutée pour le client, la proposition d'offres complémentaires, l'implication d'un manager dans le processus de vente, ce qui peut souvent marcher. Ça Vous faites ça arrive. chez vous? Ça arrive aussi, ouais. Pour les grands comptes, j'imagine que c'est toujours, Exactement. bien sûr, l'anticipation des scénarios défavorables, la clarté dans les conditions générales de vente. Pour vous, est-ce qu'il y a un élément de ce style qui est très important lors des dernières étapes de votre cycle de vente, lors du closing? Je vous laisse nous le dire. Et normalement, les questions et réponses devraient être ouvertes à tout le monde. Donc, je m'étonne de ne pas encore avoir de questions. Peut-être que tout le monde est au fait et que finalement, tu as posé toutes les questions que tout le monde se posait. C'est ça. C'est souvent le cas sur nos webinaires les plus B2B. Alors, on va partager les résultats, mais j'attends encore quelques réponses. Hop, 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 hop. On est 41 et 27 personnes ont répondu, 28 désormais. 29, est-ce que j'attends le chiffre de 30? Comme ça, on est rond. Peut-être une dernière réponse. Je vous laisse 30 secondes.
Peut-être que quelqu'un est en train de sélectionner toutes ces options. Touk, touk, touk. Allez, je vais mettre fin au sondage et vous partagez les résultats. La capacité à gérer efficacement les objections est en deuxième place, juste derrière la création de valeur ajoutée pour le client. C'est ce fameux ROI, je pense, dont on parlait un peu plus tôt. Mm, La capacité de pouvoir lui dire de manière maîtrisée, mais aussi, j'ai envie de dire, avec des métriques. On va rapporter finalement en termes de NPS beaucoup plus de satisfaction d'employé chez vous. tout à fait. Ça, c'est vraiment pas évident, mais c'est un enjeu très 2024 qu'on voit quand on Mm, fait nos études, nos fameuses études très téléchargées avec Up2 sur les priorités de tout le monde. Ça peut être l'efficacité, mais moi, je vois notamment dans les podcasts que c'est très, très important pour les commerciaux et les directeurs commerciaux d'arriver à prouver vraiment avec de la data le ROI mm, euh, de, euh, de leur solution. Et par exemple, un petit parallèle avec le retail, l'agroalimentaire, les hypermarchés. Lorsque l'on fait des négociations annuelles dans les supermarchés et qu'il y a des hausses de prix, comme par exemple il y en mm, a en ce moment, je ne sais pas si par exemple un fournisseur de Lidl va complètement augmenter ses prix, il devra justifier avec des factures la hausse de ses prix. Donc mm, finalement, ça montre, c'est pas exactement la même chose, mais ça montre avec de la data, comme quand un employé qui candidate à une autre offre d'emploi doit montrer ses bulletins de salaire pour justifier qu'il est payé mm. tel et pas un autre salaire. Donc il faut essayer de pouvoir justifier au maximum ce que vous pouvez rapporter à vos clients et donc de rester proche de vos clients actuels pour essayer de mesurer ce que vous avez rapporté chez eux. Ça en vient à notre dernière étape sur la pérennisation du cycle de vente. Mais je pense que j'ai suffisamment gagné de temps et j'en ai Mm. suffisamment laissé pour que tout le monde puisse poser des questions, mais on n'en a pas. Donc je vais laisser juste une minute. Si jamais vous avez la moindre question pour Jennifer, dans le chat, dans les questions et réponses, vous pourrez peut-être lui poser sur LinkedIn, mais elle est vraiment plus à même de vous répondre en live désormais. Je sais que c'est pas forcément évident de poser des questions dans nos webinaires les plus B2B. Je l'ai dit et répété, mais voilà, vous avez quand même un petit peu de temps. Et sinon, merci beaucoup pour votre attention. Et on vous dit à notre prochain webinaire qui interviendra fin juin et qui sera en particulier sur HubSpot. Donc, merci à vous pour votre, euh, pour votre attention. Et merci pour vos retours. Ça justifie un petit peu ce que je disais. Ça veut dire qu'on a peut-être répondu à pas mal de questions. Ah bah, des merci et pas de questions, ça veut vraiment dire qu'on a répondu à toutes les questions. C'est Mm. top. Bah, il est midi 5. On a un bon timing, je trouve, On est, ouais, avec on time. simplement 5 minutes de plus. C'est vrai que j'avais prévu un peu plus au cas où, parce qu'on met toujours trop de temps, mais là, on a été parfaitement rodé. Pour ceux qui voulaient profiter en particulier de la valeur ajoutée de Jérémy, mais j'ai rien vu dans le chat, n'hésitez pas à écouter notre podcast. On avait partagé le lien un peu plus haut, à 11h39 dans le chat. Fanny avait partagé donc les liens. Je la remercie justement pour cette régie rondement menée et Eugen pour votre attention. Et merci, bien sûr, le plus important, merci Jennifer pour les réponses à toutes nos questions, pour Merci à toi. l'investissement que tu as mis. Mm. Je sais que ton intervention à Vivatech a aussi aidé à pouvoir Mm. préparer certaines de ces réponses, mais merci infiniment du coup pour toutes tes réponses et la valeur ajoutée que Avec tu as plaisir. apportée Et à merci chacun. de l'invitation. Et j'espère qu'on a Mm. ramené la performance dans votre cycle de vente, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être un peu plus demain. Et n'hésitez pas à nous recontacter la semaine prochaine à travers toutes nos offres, si besoin est, justement, pour travailler certaines étapes, certains aspects de ce même cycle de vente. Allez, terminé. Je vais mettre bientôt stop à ce webinaire si je trouve le bouton. Merci à tous et à très bientôt, du coup, sur le blog, sur le podcast et peut-être à notre prochain webinaire fin juin sur le CRM ou sur les nouveaux métiers de la vente qui arrivera début juillet. À bientôt. À bientôt.